Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Voilà. Alors nous subissons les effets d'une politique décidée par un gouvernement totalement déconnecté de nos vies de travailleurs. Nous devons nous rassembler et aborder ensemble toutes les questions essentielles à la nation. Il fallait être aveugle et sourd, avoir une méconnaissance totale des réalités quotidiennes pour ne pas avoir entendu et vu monter l'exaspération des gens et très souvent ce qu'on nomme généralement la masse silencieuse. Si on mettait bout à bout toutes les pages des quêtes de Léonce, ça faisait la distance de la Terre à la Lune. Les gens parlent assez peu d'immigration quand on leur pose pas directement la question. 5% qui traitent de problèmes de migration. Monsieur le Président, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison. Parce que les doléances, c'est comme s'il y avait un souverain qui puisse donner des choses. Pourquoi maman a traversé beaucoup de rues pour enfin décrocher un emploi précaire, alors que selon vous, une seule rue suffisait? C'est toujours très impressionnant quand on voit, quand on a les chiffres et quand on voit toute cette armoire avec tous ces cartons. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. On nous a demandé à ce moment-là de signer un document dans lequel on s'engageait non seulement de ne pas réutiliser ces données, mais même de les supprimer. Monsieur le Président, pensez surtout à lui expliquer comment fait maman pour rester digne et humble quand les préoccupations du peuple vous passent au-dessus de la tête. Oui, quand on a eu ce corpus, mais en contrepartie, on s'est engagé à ne pas le diffuser. En fait, on est à la limite des lanceurs d'alerte sur cette histoire. C'est-à-dire que je pense qu'un jour, il y a quelqu'un qui va publier tout ça. On va parler de doléances aujourd'hui. Il se trouve que j'ai vu ton film, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie avant l'émission. Ton film où tu es un peu le personnage et le fil rouge du film, c'est un film, comment le définir, important à mes yeux. J'ai tout de suite flashé sur l'histoire qui est racontée, qui démarre quand même sur un fil assez léger puisque ça raconte les doléances, les cahiers de doléances que les Français et un peu la population de Gilets jaunes a fait à la demande de Macron quand il a lancé ses grands débats. Il a dit, Françaises, Français, faites-nous vos doléances, dites-nous ce que vous voulez, et nous, comme toujours avec Macron, on va vous répondre, on va mettre en place des choses, croyez-moi, enfin, etc., etc. Françaises, Français. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Pour réussir, nous devons nous rassembler et aborder ensemble toutes les questions essentielles à la nation. Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation, la possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc, et même que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. Et puis, donc, on les a oubliés, ces doléances, mais des Français en nombre très très important, on jouait le jeu, on grattait, on remplit ses cahiers, ses lettres, etc. Tu me disais que ça représentait à peu près 2 millions de doléances. De contributions, en tout cas. Ouais. Et puis, c'est resté absolument lettre morte. C'est-à-dire, on va en parler, vous allez nous expliquer comment, etc. Et toi, tu te dis, après ton parcours de réalisatrice, alors je te présente un peu, tu viens du Nord, tu avais fait un film sur Hénin Beaumont et sur les ouvrières de Samsonite. Qui a fait une pièce de théâtre. Ça s'appelait, alors je ne dis pas de bêtises, Liquidation totale. Ouais, premier film. Ouais. Et On n'est pas que des valises. On n'est pas que des valises. Ensuite, tu as fait un film assez remarqué sur Bercy. Cela fait des années que j'ai envie de passer la porte de Bercy pour en comprendre la mécanique. Pour savoir si le politique a encore un poids face aux grands patrons d'industrie. Dans mon métier de réalisatrice, j'ai longtemps suivi le combat d'ouvriers, pour qui Bercy est souvent l'ultime recours. Tu as réussi comme une petite souris à t'intégrer à Bercy. C'est une sorte de portrait en creux de Pannier-Runacher. Et puis maintenant, tu nous
tu nous fais ce film qui s'appelle Les Doléances, qui est produit par 13, la boîte de production de Marseille, et tu suis Fabrice donc, de Longeville. J'en arrive à toi, qui est élu d'une petite ville de l'Oise qui s'appelle Auger-Saint-Vincent. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Auger-Saint-Vincent. Auger-Saint-Vincent est un village de 551 Augerois et Augeroises. Depuis peu, elle a rejoint le parc naturel régional Oise Pays de France. Toi, tu étais journaliste avant, aujourd'hui tu es consultant, et tu t'es dit, c'est pas possible que ces gens aient fait tout ce travail. Donc, tu t'es mis à la recherche de ces cahiers. Donc, ça commence par toi. Tu es vraiment le personnage du film. Je voudrais que on commence par toi. Peut-être après, Hélène, tu interviendras. Mais comment t'es venue cette idée? Pourquoi tu t'es lancé dans ce combat qui est un peu Don Quichotesque, quoi? Tu te dis, mais qu'est-ce que... Okay, quand t'en as lu une, t'en as lu 2 millions, quoi. Et tout ça est resté lettre morte. Tu vois, regarde, tu vois, au sujet des Gilets jaunes, il fallait être aveugle et sourd, avoir une méconnaissance totale des réalités quotidiennes pour ne pas avoir entendu et vu monter l'exaspération des gens, et très souvent ce qu'on nomme généralement la masse silencieuse. Qu'est-ce qui t'a pris et pourquoi tu t'es lancé là-dedans? C'est vachement beau de se battre contre des moulins, en fait. Ouais, je sais, je connais un peu ça. Ouais. Donc, en fait, pourquoi je suis tombé là-dedans? Moi, j'ai fait des études d'histoire. Et il y a une période particulière qui m'a intéressé, c'était la période de la Révolution française. J'étais à la Sorbonne, ici, avec un prof qui s'appelait Jean Tullard, spécialiste de la Révolution. Et puis, mais même avant, depuis au collège ou au lycée, les cahiers de doléances, en fait, on entend, dès qu'on parle du changement de régime et l'arrivée de la République, les cahiers de doléances sont évoqués, quoi. C'est la prise de parole du tiers-État, etc. Et puis, mais ça remonte à il y a quelques années. Hein. 1789, c'était pas hier. Et on est en novembre 2018. Le mouvement social qui est résumé autour des Gilets jaunes éclate, etc. Moi, je suis maire déjà depuis 2004. Je suis élu depuis 2001. T'as une étiquette politique? Non. J'en avais une, mais j'en ai plus aujourd'hui. J'étais carté, en fait, mais je suis plus carté aujourd'hui. Et tu t'es carté où, pardon? Au Parti radical de gauche. D'accord. Et jusqu'en 2016. Et pendant quelques années, en fait. 6 ans, d'ailleurs. Et donc, le mouvement des Gilets jaunes apparaît, etc. Beaucoup de tensions, parce que le président Macron est élu depuis 1 an et demi, hein, c'est 2017. Hein. Et beaucoup de tensions, jusqu'à un moment donné où il y a la préfecture de Haute-Loire où il y a un feu qui est déclaré, au Puy-en-Velay, et dont on sait maintenant que c'est l'extrême droite qu'on est à l'origine. Hein. C'était pas lié aux Gilets jaunes directement. Que reste-t-il de cette préfecture qui avait brûlé? Que reste-t-il du 1er décembre 2018 et de la colère des Gilets jaunes? Y a-t-il encore une envie de révolte? Ce qui reste, sur cette même place de la préfecture au centre du Puy-en-Velay, c'est d'abord le regard des habitants sur ces images, encore douloureux. La préfecture qui avait brûlé, là, cette préfecture, qu'est-ce que vous en aviez pensé à l'époque? Il y avait de la colère, de l'incompréhension, de part et d'autre, un ras-le-bol général, tout simplement. Et à l'époque, j'ai créé dans l'Oise l'association des maires ruraux. Donc, je suis pas mal investi dans l'association des maires ruraux de France. Et on est à quelques-uns à se dire, mais il se passe quelque chose. On ne peut pas rester... l'Élysée ne peut pas rester fermé et être sourd à ce qui se passe dans le pays. Parce que moi, dans mon village, il y avait des gilets jaunes. Juste à côté, il y avait un grand rond-point qui est à Senlis, qui s'appelle le rond-point de Chaman, d'ailleurs, que les agriculteurs aujourd'hui occupent. Et juste à côté de ce rond-point-là, il y avait le dernier entrepôt d'Amazon qui était en train d'être construit à l'époque, là. Donc ça faisait des parallèles comme ça assez étonnants. Et donc on lance une opération qui s'appelle l'opération Mairie ouverte, le 8 décembre 2018, pour accueillir les doléances c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a noté. On a ouvert les premiers cahiers de doléances dans un espace qui incarnait la République, c'est-à-dire la mairie. Avant la demande de demande de Macron.
9h ce samedi matin, Emmanuel Dallière, maire de la Suze, est déjà prêt à recevoir ses administrés. Jean-Marc, donc aujourd'hui, on met en place l'opération organisée par l'association des maires ruraux. Donc c'est un cahier de doléances qui va être à la disposition des suzerains et des suzeraines concernant donc les revendications des Gilets jaunes. Très vite, des suzerains ont répondu à l'appel. Vous venez pour la mairie ou pour les doléances pour les... Oui, c'est ça. Les doléances. Les doléances. Voilà. Bon, c'est très bien. Voilà, on se dit bonjour. Et il y avait déjà des doléances qui étaient rédigées, mais sur les ronds-points, par les Gilets jaunes. Donc, c'est deux choses différentes. Hein. Donc, on lance cette opération-là, mairie ouverte, et on a des gens qui viennent, moi, dans mon village, qui viennent donner des doléances, voilà, dire leur malaise, qui n'était pas forcément des Gilets jaunes. C'était des citoyens, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'était les cahiers de doléances, c'est pas que les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Et ça dure jusque début janvier. Donc 8 décembre, début janvier. Pendant un mois, on fait ça. Et on est à une dizaine à remettre les doléances de l'opération mairie ouverte mi-janvier au président de la République. On est un petit collectif, on est une quinzaine. On va à l'Élysée. On est accueillis par le président de la République. On devait simplement, pendant un quart d'heure, lui remettre la clé. On est resté 2 heures à discuter. Macron était à l'écoute, l'ambiance était plutôt chaleureuse. Comment ça s'est passé ? Alors, il a un contact chaleureux. Quand tu le vois comme ça, il est assez tactile comme personne. C'est assez paradoxal de l'imaginer comme ça. Mais ce que nous, on a ressenti, c'est qu'il était assez tendu, plutôt blême. Il vivait sa première vraie crise politique, en fait. Hein. Il n'a jamais été élu avant. Il ne sait pas ce que c'est. Il a un mouvement de contestation, de gérer une manifestation, ou des habitants, moi, dans mon village, qui ne sont pas d'accord avec un projet et qui viennent te voir en disant « Les Gilets jaunes, ça avait déjà démarré ou... Oui, bien sûr. Ouais. Ça avait déjà démarré depuis mi-novembre. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles. Donc tout ça, ça a été très vite. Hein. C'est monté vite en tension, en fait. Et donc on lui donne une clé USB où il y avait les doléances qui avaient été étudiées par Gilles Proriol, un consultant démocratie. Donc on avait déjà... on savait que il y avait des problèmes de pouvoir d'achat, le problème des petites retraites, l'accès aux soins, etc. C'était déjà ce qu'il y avait, nous, dans les doléances qu'on avait remontées. Et puis, c'est à la sortie de ça que le président de la République lance le grand débat. Et pourquoi moi je suis resté, et je suis là encore aujourd'hui autour des cahiers de doléances, c'est que la promesse qui a été faite quand le grand débat est lancé, c'est de rendre public les cahiers de doléances. Ouais. On les rend publics. Et donc, moi, un maire dans son village ou en ville, il a une double casquette. Il est à la fois le représentant de l'État, donc au plus près des habitants, dans la commune, et il a la libre administration communale. Donc, on est avec ces deux niveaux. Donc là, quand le président de la République dit « Je rendrai public les doléances une fois cette grande consultation faite », moi, je l'ai pris aussi pour moi, en fait, en disant venez rendre les doléances, et le président de la République, je suis un peu naïf quand même encore, tant mieux, se dit, moi je me dis, ça va être fait, quoi. Nous sommes à un moment donné où ça doit être des cahiers de droits et de devoirs. Parce que les doléances, c'est comme s'il y avait un souverain qui puisse donner des choses. En démocratie, il y a un budget, c'est celui qui est fait par les impôts et les taxes de tous nos concitoyens. Et il y a des élus, vous en êtes toutes et tous, ils sont élus par le peuple. Et après, le peuple peut exprimer plutôt des souhaits et l'expression de droits et devoirs. Donc je pense que ça, c'est une bonne méthode et on va avancer. C'est vrai qu'il y a... Et ce qui fait la force de l'histoire et du documentaire, c'est cette naïveté. D'ailleurs, il y a de la naïveté dans le documentaire aussi, parce qu'on se dit, mais pourquoi on se lance dans une opération pareille ? Comment s'est passée votre rencontre ? Est-ce que immédiatement, l'idée était venue de faire un doc ? Parce que c'est pas évident, un doc sur
Une fois que tu as dit, bon, ok, les Français ont des doléances, t'en donnes 2 ou 3, puis tu te dis, le film est fini, alors que pas du tout. Non. Donc, il faut... moi, ma genèse à moi, mon point de départ, il remonte à environ 3 ans. Il faut savoir que je suis à Bercy à l'époque. On est en confinement, hein, c'est fin 2020. Donc, je suis très contrainte dans ma vie personnelle à la maison. Et puis, quand je vais au travail, je vais à Bercy. Donc, j'ai une sorte de grande lassitude quand même qui s'empare de moi en tant que citoyenne. Je serais restée 4 minutes, montre en main dans le bureau de Bruno Le Maire. Dès que la caméra s'approche du cœur du pouvoir, on nous demande gentiment de sortir. Il faut bien 3 ministres pour porter devant les médias le plan d'action Fonderie. La promesse d'une aide de 50 millions d'euros pour accompagner non pas le maintien des entreprises, mais la reconversion des salariés licenciés. Et je retrouve sur Internet cette idée des doléances, qui n'est pas vieille à l'époque, et il y a 2 ans avant, et je me dis, mais c'est vrai, ces textes. Et j'ai une grande curiosité très vite sur ces textes, parce que moi, je sais d'avance que ça va voilà, que j'ai une appétence, en fait, pour les vies des gens anonymes, en fait, en résumé comme ça. Et la première personne que je vois en furetant un petit peu sur Internet, c'est Fabrice. Je tombe sur un site où il se présente en tant que maire rural dans l'Oise. Moi, j'habite Lille, donc je me dis, c'est pas très loin. Et il est très, comme ça, déjà un peu en alerte sur la question des cahiers de doléances. Donc je l'appelle, on parle déjà beaucoup au téléphone, et je lui dis, est-ce que je peux venir te voir une journée? Et on passe une journée à Auger, et il me montre les cahiers qu'il a gardés de son village. Et chez moi, c'est assez... c'est fondateur, en fait, de voir cette quinzaine de doléances dans la mairie de Fabrice. Parce que... 15 cahiers ou 15 doléances? Non, 15 doléances. Non, il y a 500 habitants, 15 doléances, c'est déjà énorme. Hein. Je vais m'en rendre compte après. Et il me dit, je les ai photocopiés avant de les envoyer en préfecture, au cas où. Et là, je me dis, c'est intéressant. Et donc, dès que je quitte Fabrice, je pars dans des archives départementales, donc dans le Nord, où je suis très bien accueillie, à Lille. Et là, je tombe, je me souviens encore, parce qu'ils ont préparé 2 chariots complets. Et c'est la matière pour votre thèse. Je pense que j'avais pas mesuré pendant le grand débat national que ça avait mobilisé autant de personnes, autant de communes. Et du coup, c'est toujours très impressionnant quand on voit, quand on a les chiffres et quand on voit toute cette armoire avec tous ces cartons, qui sont très lourds en plus. Donc, En fait, à Lille, il y a 262 communes qui ont fait des cahiers, donc c'est énorme en fait comme matière. Et moi, j'ai réservé pour la journée. Et en fait, je vais passer 2 jours et demi à me plonger dedans, à faire des photos, en fait, parce que je suis autorisée à prendre un appareil photo. Et puis, chez moi, après, je relis, je me replonge dedans. Après, je vais dans la Nièvre, parce que c'est un autre département, ça va être plus rural et tout ça. Puis, en fait, c'est comme dans le pot de miel, quoi. Je plonge parce que vraiment, ça me régénère. Et tu penses tout de suite qu'il y a un documentaire et tu écris un projet ou... Non, en fait, ce que je pense tout de suite, c'est que je suis tellement énervée que ces textes merveilleux que je découvre soient enfermés et qu'à chaque fois, on me dise, vous êtes la première personne à les consulter. Que ce soit dans le Nord ou dans la Nièvre. Donc ça, je suis très énervée. Et la première pensée, c'est, je veux les rendre à l'espace public. Et donc, j'appelle ma copine qui est metteuse en scène et je dis, faisons une pièce de théâtre. C'est mon premier mouvement. Et on fait une pièce de théâtre. On fait une pièce de théâtre un peu dans le prolongement du déconfinement. Elle n'a pas bossé depuis sur des mois. lectures de lettres. Voilà, on crée un petit récit et surtout, on se dit, on fait un truc tout terrain. On va sur les places de village. Et évidemment, une des plus belles représentations, c'est chez Fabrice à Auger. On fait la pièce de théâtre qui s'appelle Les Doléances. Dans chaque mairie, sur tout le territoire national, il sera confié au maire le soin d'ouvrir des cahiers citoyens, des cahiers de doléances. Nous vivons actuellement avec moins de 1 000 € par mois. Nous demandons à ce que notre pouvoir d'achat augmente. Vous êtes de plus en plus nombreux et lourds, de plus en plus lourds. Ça ne peut plus durer. On va se soulever ou s'effondrer. Et c'est vous qui allez tomber de haut, pas nous, puisque nous sommes le sol
sur lequel vous marchez. Et on fait ça qu'en Haute-France. C'est quoi? C'est des gens qui lisent les doléances? C'est des comédiens. Moi, j'ai écrit un petit récit entre le palais et la cabane, donc la cabane du Gilet jaune et le palais présidentiel. Parce que déjà, en fait, quand tu te plonges dans les doléances, il y a quelque chose qui s'oppose, puisque c'est Monsieur le Président, c'est-à-dire que tu as toujours une adresse au pouvoir, à l'exécutif. Et moi, quand je replonge dans les discours, tu parlais du discours d'Emmanuel Macron, quand je replonge dans les discours d'Emmanuel Macron ou de ministres à l'époque, c'est lunaire. C'est-à-dire que, le 15 janvier, quand Emmanuel Macron lance le grand débat national, il y a cette phrase... 2020 ou... C'est 2019. C'est 2019 le lancement, c'est il y a 5 ans. Il dit, en France, dans ce pays où le sens des injustices y est plus vif qu'ailleurs, la demande d'égalité plus forte. En fait, tu lis son discours et tu te dis, mais en fait, il a déjà tout compris. Mais il nous faut construire les voies et moyens de construire des solutions pour le pays. Elles se construisent parfois beaucoup plus près du terrain qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Elles vont se construire en revenant sur des choses qu'on prenait pour des évidences, en sachant parfois dépasser des lignes de clivage ou des choses qu'on avait considérées comme impossibles. C'est pour cette raison que j'ai écrit aux Françaises et aux Français dimanche soir. Donc, la plume qui a écrit pour lui ce discours, c'est déjà, finalement, quelles vont être les doléances, en fait, ce que l'exécutif ne remplit pas en termes d'engagement politique, social, démocratique. Donc, à mon avis, ils ne vont pas être surpris de ce qui revient dans les textes. Mais c'est une extraordinaire, à mon avis, pour eux, opération de communication. Simplement, moi, quand j'ai ces textes en main, en fait, quelque part, j'en suis dépositaire. C'est-à-dire que je suis une des premières lectrices et je suis obligée derrière. C'est une mission, en fait. Enfin, que moi, je me donne, mais si vous aviez passé des jours dans les archives en disant que tout le monde a oublié ces textes, vous seriez pareil que moi. C'est-à-dire que je me dis, je ne peux plus les laisser tomber. Voilà, après, c'est mon métier de faire récit du réel. Moi qui ai vu le film, il y a des, tu n'en as pas mis beaucoup dans le film des lettres, mais celles que tu as choisies sont déchirantes. Je pense en particulier à cette lettre de cette maman au moment de Noël qui s'adresse au président Macron et tu verses une larme, quoi, parce que c'est dit avec tellement c'est tellement bien écrit. Mais c'est bien écrit parce que c'est senti, quoi. Il y a une telle émotion qui se dégage de ça. C'est quand la teneur, tu t'en souviens de cette lettre? Oui, c'est « Monsieur le Président, veuillez expliquer à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison, pourquoi maman n'achète pas du pain tous les jours. » Monsieur le Président, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison. Pourquoi maman n'achète pas du pain tous les jours. Pourquoi le soir, maman mange ce qu'il reste dans son assiette ou bien une tasse de café. Pourquoi maman fait souvent des nouilles passé le 15 du mois. Pourquoi maman a traversé beaucoup de rues pour enfin décrocher un emploi précaire alors que selon vous, une seule rue suffisait. En fait, ce qui est très très fort dans celle-là, mais dans d'autres que j'ai pu consulter, c'est que c'est des objets littéraires, vraiment. C'est-à-dire qu'ils nous marquent... il y a un poème aussi qui est écrit par Pierre Durin, dans le Nord, dans l'Avesnois. Encore une fois, un petit village de l'Avesnois, même si on ne doit plus dire petit. Mais je tombe sur « Nous sommes le sol sur lequel vous marchez » de Pierre. Et en fait, on est transporté, oui, dans un acte politique très fort. Et puis, à côté de ça, on a aussi des choses extrêmement pensées. On sent que les gens, ils ont mis une énergie et un temps pour écrire, quelquefois. J'en ai retrouvé qui ne sont pas dans le film, mais qui ont passé 3 semaines sur un projet législatif d'une chambre citoyenne qui remplacerait le Sénat, de 2 retraités qui habitent à côté de Dunkerque. Enfin, en fait, voilà, il y a une créativité. En fait, moi, ce que j'aime dans le réel, et c'est pour ça que je suis réalisatrice depuis 20 ans de documentaires, c'est comment est-ce que je peux être surprise par la créativité des gens. Et les gens qui n'ont pas forcément la parole à Paris, dans des cercles comme ça, très socialisés. J'en doutais pas, moi, que c'était créatif, mais après, ça m'a quand même un petit peu bluffé. En tant que jeune citoyen, âgé de 17 ans, la situation de mon pays m'inquiète. Je me permets donc, via ce cahier, de vous faire des propositions afin de régler ou tenter de régler cette situation très tordue. Tout d'abord, la 5e République a, selon moi, fait son temps. Il faut en changer et passer à une 6e République, plus représentative et moins focalisée sur un seul individu. La Constitution doit être réécrite. La Terre, nous n'en avons qu'une. Il faut la protéger en instaurant la règle verte. On ne prend pas plus à la planète que ce qu'elle ne peut reconstruire.
Nous devons également réagir de la bonne manière face aux nouvelles migrations dues au changement climatique, aux guerres, aux persécutions contre les LGBT, etc. Nous devons accueillir dignement ces réfugiés. Il en va ici de notre principe de fraternité et de solidarité. Donc tu te dis, à un moment, une évidence se crée pour trouver une forme à ton film. Tu te dis, je vais suivre Fabrice. Et alors la question que je me posais, c'est ça, non? Oui, c'est-à-dire qu'après, une fois que tout est disparate, tout est un peu... Je trouve des collectifs en Gironde, une chercheuse qui a rassemblé des bénévoles dans la Creuse, toutes ces doléances que j'ai été un peu furetée partout. En France, je me dis, mais comment est-ce que je fais le fil conducteur? Et c'est vrai que tout de suite, je me dis, mais en fait, c'est Fabrice. Je vais lui demander. Parce que depuis le début, il est là, avec moi, qu'on a des échanges et que je sais que c'est quelqu'un qui est à la fois... En fait, ce que je trouve très fort dans Fabrice, mais je pense que c'est aussi la figure du maire rural, c'est que c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans son village, avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de parler, etc. Et qui, quand il se retrouve à l'Assemblée nationale avec des députés, n'est pas du tout impressionné, parce que c'est un élu. Si on ne pousse pas à ce que ça soit rendu public, comment ces visages, ces figures qu'il y a derrière, ces doléances, vont continuer de vivre, quoi. Et là, c'est à la fois l'élu, le citoyen qui ressent ça, une forme un peu de colère quand même, républicaine en fait. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement dans le film, et il y a même une sorte de suspense, parce qu'à la fin, moi qui l'ai regardé, tu te dis, mais bon, ok, il y a un côté un peu popote au début, vous allez d'un endroit à l'autre et tout, puis après, il y a quand même un questionnement sur, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, quoi. Et j'ai l'impression, c'est la question que je me pose, c'est d'ailleurs, toi, tu es motivé aussi parce qu'elle te suit avec sa caméra. Et est-ce qu'à un moment donné, tu te dis que tu es porteur d'un message très politique, finalement, pas partisan, mais politique, et que tu es presque en mission, quoi. Il y a un peu de ça. Ou je sais pas, hein. Comment tu vois ton rôle dans tout ça? En mission, franchement, j'en sais rien. C'est difficile de le... moi, je pense parfois, il y a des sujets qui nous dépassent. Et on le fait parce que ça tombe sur nous, quoi. Alors, tout à l'heure, tu disais, tu parlais de Don Quichotte. Moi, ça me parle, en fait, ça me fait écho, ça. Mais profondément, en fait, c'est lié à mon parcours. Je suis profondément républicain, en fait. Je suis vraiment très attaché à la République qui a été construite et à ces trois grandes valeurs sur la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est vraiment ce qui guide mon engagement public, mais aussi comme citoyen. Et ce que je ressens beaucoup comme maire, et maire dans un village, c'est de voir de quelle façon la République allait toucher, malmener, allait abîmer. Et ça me touche vraiment profondément. Des fois, j'en ai même des sauts de rage ou de larmes. Beaucoup plus d'émotions. Et je le dis, j'ai une colère républicaine, mais parfois... je ressens vraiment quand on lit la lettre de la maman de Gironde, mais on en lit bien d'autres. Celle-là, elle est particulièrement touchante, mais il y en a plein d'autres où on voit les citoyens qui se sont engagés, quoi. Croient vraiment à la valeur du système politique qui est en place aujourd'hui. Ils se font avoir, quoi. Et ils se font avoir. Gravement. Et on peut pas laisser faire les choses comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas se satisfaire de cette situation et on a chacun la responsabilité de s'engager pour dire non, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je me sens pas avec une mission. Je dis, je vais jusqu'au bout des choses parce que comme maire, je sais qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Si on veut atteindre ses objectifs, il ne faut rien lâcher. Et encore plus si c'est la République qui est attaquée, quoi. Et moi, je le dois aussi à mes enfants, en fait, parce que j'ai 57 ans, j'ai en tête, et je m'en suis rendu compte à travers ce parcours de documentaire, là, que sans m'en rendre compte, je suis rentré dans de la transmission, en fait. Et je ne me satisfais pas de discuter avec mes enfants ou avec mes amis
avec les nouvelles générations en décrivant ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est insatisfaisant. On peut pas. Tu veux dire en décrivant en décrivant la façon dont l'actualité, la façon dont la politique se construit, comment on regarde les territoires ruraux, comment on regarde la campagne par rapport au phénomène métropolitain. Pourquoi à la campagne il y a des super projets mais qui sont pas éclairés. Les médias ne s'y intéressent pas forcément, ou c'est éclairé de façon anecdotique avec beaucoup de filtres ou de condescendance. Et on le voit là encore avec le phénomène du mouvement des agriculteurs, finalement. Tu vois. Et ça, derrière, il y a un moment donné où les cahiers de doléances, pour moi, la représentation, la puissance symbolique des cahiers de doléances est si forte que si on ne les rend pas publics tels qu'ils devraient l'être, on ne rend pas honneur aux citoyens qui composent la République, quoi. Et ça, c'est insupportable. Alors, ce qui d'ailleurs est à la... Tu veux de l'eau? Tu veux des... Bon, ça va. ce qui rend le film tellement puissant, c'est que... d'ailleurs, on publiera, au moment où l'émission sortira, les lettres pour que les gens se rendent compte de la force de ces témoignages, et ça illustre complètement ce que tu dis, parce que moi qui ai mis évidemment 1000 fois moins le nez dans ces lettres que vous deux, je suis quand même soufflé par la qualité, tu parlais de littéraire, mais la qualité de vie et de ce que représentent ces écrits. Et ce qui rend d'ailleurs l'attitude du pouvoir et d'Emmanuel Macron encore plus incroyablement légère, pour être gentil, c'est-à-dire qu'il promet qu'il va restituer quelque chose de ses doléances et il ne se passe strictement rien. Les lettres sont rangées dans des archives, certaines, j'imagine, sont détruites, etc. Et c'est vous, par ce film, toi, par la pièce de théâtre, mais enfin par votre démarche, qui remettez le projecteur sur ces courriers. Bah oui, et puis en plus, elles n'appartiennent pas à Emmanuel Macron, en fait, ces doléances. Non. Elles appartiennent au peuple français qui les a écrites. Donc, c'est là où c'est même pas un devoir qu'il a. Enfin, je veux dire, c'est juste... il n'en a pas la propriété. Non. Symboliquement. Je veux dire, c'est au peuple français d'en avoir la propriété. Alors, comment ça se passe quand tu fais film ou quand toi, tu vas... Parce que d'abord, elles sont rangées où? Donc, c'est toujours au même endroit? Conservées. En fait, on peut vraiment tirer le chapeau aux archives départementales, qui, elles aussi, étaient un peu sous pression avec cette histoire, parce qu'il y a quand même 19 000 cahiers partout sur le territoire, et donc on estime à 250 000 contributions à l'intérieur de ces cahiers. Quand on parlait de 2 millions au début, c'était Internet compris. D'accord. Bon, mais en termes de papier, c'est quand même gigantesque. D'ailleurs, pour la petite histoire, on avait calculé que si on mettait bout à bout toutes les pages des cahiers de doléances, ça faisait la distance de la Terre à la Lune, hein, je crois. C'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est gigantesque, en fait, en termes de papier. Donc, il fallait quand même un gros effort de la part des archives départementales, à qui aussi on a missionné comme ça, de façon assez rapide, parce que tout s'est fait un petit peu à la va que je te pousse, hein, on va se le dire. Il y avait pas, non mais ils n'ont pas anticipé les choses, puisqu'ils ont décidé ça du jour pour le lendemain. Hein, on le voit bien avec le récit de Fabrice. Bref. Les archives, elles sont là pour conserver et mettre à disposition. Alors, il y a une partie de ces cahiers qui ont été soumis à dérogation pour 50 ans, mais c'est pas la plus grosse partie. Ça veut dire quoi, ça, soumis à dérogation? C'est-à-dire qu'on n'y a pas accès, même aux archives, même moi, parce qu'elles contiennent des données personnelles. Donc, on a estimé qu'on devait les mettre de côté pendant 50 ans. Après, on peut faire une demande de dérogation. Voilà. Mais déjà, avec tout ce qu'on a accès, c'est énorme. Ça me semble pas anodin comme question. C'est pourquoi c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le nom de la personne, son âge, quelles sont les données? C'est pas les noms. Alors, tu peux aller jusqu'à son adresse. Ouais, je vais aller jusqu'au bout parce que là, pour le coup, on m'a bien expliqué. C'est pas les noms et les prénoms parce que sinon, j'aurais pas pu retrouver les données en moi. Donc, en fait, des noms et des prénoms, j'en avais. C'est souvent plutôt des téléphones, des adresses ou alors des détails de la vie privée, presque des fois des comptes bancaires. Enfin, voilà. Ah oui, ok. Voilà. Parce qu'il y avait, comme c'était un geste... C'est une infime partie qui reste secrète. C'est une petite partie, voilà, qui reste secrète, qui est soumise à dérogation, on va dire, sur demande spéciale. Bon, mais déjà, tout ce qu'on a, c'est extrêmement riche. Donc, on y a accès, mais... Il y a le problème de l'accessibilité, c'est-à-dire que même moi, j'y aurais passé des années,
j'aurais pas pu faire 101 départements. Non. Personne ne peut, chercheurs compris, faire 101 départements pour avoir une vision complète des doléances de 2019. Donc c'est là où nous, on dit qu'ils n'ont pas fait le travail jusqu'au bout. Et que l'accès total à cette propriété du peuple français, elles ne peuvent se faire qu'en open source sur Internet. Mais précisément, il avait promis quoi, Macron? Ça, de l'open source sur Internet. Ouais. C'est-à-dire, ces cahiers, ils ont été numérisés, hein, on le dit dans le film. Je veux dire, le travail est déjà fait. Donc, il suffit ensuite de créer un site Internet avec un arborescence. Et puis, je sais pas, tu tapes le nom de ta commune, je sais pas où tu habites, ou tu tapes ton département. Et puis, tu peux coupler ça avec justice sociale ou avec fiscalité. Et puis, tu as toute une série de textes. Alors, selon vous, est-ce que c'est de la négligence ou est-ce que c'est de la crainte politique qui fait que la promesse n'a pas été tenue? Moi, la première chose, c'est que vraiment, ces gens-là pensent qu'ils n'y trouveront rien. En fait, c'est un mépris vraiment de classe. C'est plus que de l'indifférence, c'est du mépris. C'est de dire qu'à l'intérieur de ce corpus-là, de cette production extrêmement foisonnante des citoyens, ils n'ont même pas à faire d'efforts pour aller lire quelque chose, il n'y a rien. Donc, ça ne sert à rien que d'aller plus loin. Tu partages son avis? Ouais, il y a un doléant qui dit qu'il a fait HEC. Haute école communale. Mais c'est ça, en fait. Le pouvoir, les personnes qui exercent le pouvoir pensent que les habitants, les citoyens, n'ont pas d'idée ou n'ont pas de solution, n'imaginent pas de réponse à des problèmes qui se posent, quoi. Mais c'est l'analyse de l'ensemble du corpus des doléances démontre qu'ils ont tort. C'est faux, absolument faux. Il y a c'est Gilles Poiriol, le consultant qui a analysé les cahiers de doléances. En fait, il identifie 700 propositions en tout. Il y en a une centaine qui ont une telle occurrence que, grosso modo, ça couvre l'ensemble du spectre politique, quoi. Et c'est transpartisan. Et c'est transpartisan, voilà. C'est-à-dire que vraiment... il y a un autre élément, c'est-à-dire qu'après l'ensemble de cette séquence, je reprends le vocabulaire qu'on entend tout le temps, donc tout de suite je le coupe là, il y a la Convention pour le climat qui est organisée. Imaginez le monde de demain dans une société plus vertueuse de l'environnement. Voici la mission des 150 citoyens tirés au sort il y a 1 an pour former cette Convention climat. Au total, 150 propositions sont mises sur la table avec la satisfaction du travail accompli. C'est enfin mis sur papier, tout ça, donc oui, je suis contente. Je suis vraiment contente de ce qu'on a fait. Je me suis porté volontaire pour une mesure qui va être difficile à faire passer, mais je suis prêt à recevoir les tomates, quoi. Qu'adviendra-t-il de ces propositions? Certains sont sceptiques. On voit que par le passé, on nous a promis beaucoup de choses et que ça n'a pas abouti. Mais pour l'instant, je suis confiant qu'il y a des choses qui vont aboutir. Une fois la copie rendue à Emmanuel Macron, le gouvernement choisira les propositions qu'il veut garder. Les propositions qui sortent de la Convention pour le climat étaient déjà dans les cahiers de doléances. C'est la synthèse. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tel volume de propositions. De personnes aussi. Par les personnes, hein, l'analyse, la réflexion, etc., que de toute façon, ça couvre toutes les consultations. La grosse différence qu'il y a, c'est que le pouvoir n'est pas exercé avec les cahiers de doléances, il est exercé avant tout avec les sondages. Parce qu'à travers les sondages, tu poses des questions sur, et je vais l'illustrer très clairement, sur est-ce que vous avez envie de vivre dans un village où la sécurité est assurée, quoi. Tu vas dire oui. Bon, c'est-à-dire que là, on t'interroge, monsieur Robert, et tu réponds, oui, donc ça veut dire que tu veux des mesures sur la sécurité. Et quand on est en spontané, dans les cahiers de doléances, la question de la sécurité et de l'immigration, elle n'arrive pas. Elle arrive à moins de 5%. Elle arrive à moins de 5%. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur vraiment ce qu'attendent les gens, c'est pas ce que révèlent les sondages. En fait, il n'y a pas de biais. Les gens écrivent ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ça la grosse différence. Et juste par rapport à ta question, donc,
Et oui, c'est-à-dire qu'un président ne devrait pas gouverner avec les sondages, c'est ce qu'on entend souvent. Par contre, il devrait gouverner avec les doléances. Oui. Et là, quel est l'exercice du contrôle dans la démocratie sociale? Le rôle du Parlement. Il doit contrôler l'exécutif. Vous avez les doléances qui sont rendues publiques, accessibles par tout le monde. Donc, l'exercice de la responsabilité d'élu, c'est de dire, ben voilà, par rapport à l'ensemble des doléances qui sont rendues publiques, chacun est en mesure, comme citoyen, de valider, de vérifier si le travail de l'exécutif correspond ou pas aux attentes majoritaires des citoyens. Et c'est là, je pense qu'il y a un vrai nœud, il y a un vrai problème que la non-publication des doléances est claire. C'est-à-dire que les doléances amènent à des réponses politiques. Donc, ce travail-là doit être fait par les partis politiques, et ça, c'est leur affaire, pour apporter des réponses aux doléances des gens. C'est comme ça que ça devrait être organisé. Or, ça n'est pas du tout comme ça. C'est pour ça qu'il y a un problème qui est éclairé et qu'effectivement, ne pas rendre public les doléances montre qu'on veut faire autrement. Mais tu parles de partisanisme, etc. En fait, ce qui est aussi assez dingue, c'est que quand tu lis les doléances, il n'y a pas de nom d'homme politique dedans. Non. Totalement effacé. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que les gens ont bien compris, au contraire, la démarche de dire on parle de politique, on parle du politique, comme on dit des fois, mais pas des hommes politiques. Et il y a une proportion non négligeable de gilets jaunes qui y ont participé ou ça n'apparaît pas non plus? Alors, on sait, parce qu'il y a eu ce gros travail fait en Gironde sur un département précis, et moi, j'aime pas du tout l'expression cahier de gilets jaunes, par exemple. C'est pas du tout les cahiers de gilets jaunes, les doléances. Il y avait... C'est ce que l'exécutif a trouvé comme réponse à la crise des Gilets jaunes. Effectivement, s'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes, il n'y aurait pas eu les cahiers de doléances. Ouais. Il y a eu des Gilets jaunes qui ont ouvert des cahiers sur leur rond-point. En fait, c'est presque eux les inventeurs, quelque part, du processus. Qu'ils avaient bien pensé avant tout le monde, de lister tout ce qui n'allait pas et de proposer tout ce qu'ils avaient en tête. Alors du coup, on en profite que vous soyez là. Voilà. Alors nous subissons les effets d'une politique décidée par un gouvernement totalement déconnecté de nos vies de travailleurs, de retraités ou d'étudiants. Un gouvernement vendu aux cabinets de conseil ou dirigé par des conseils scientifiques dont les membres sont désignés par le gouvernement et non élus par les citoyens. Nous n'avons aucune prise sur les décisions politiques. Or, nous avons besoin de reprendre la main sur nos vies de manière collective pour faire face aux défis sociaux et climatiques. Ma question concerne donc votre rôle de député. Comment comptez-vous faire pour être réellement le représentant des citoyens de votre circonscription, leur porte-parole, et être en phase directe avec nos préoccupations et revendications? Voilà. Parce que c'est pas que négatif les doléances, malgré la terminologie, c'est vraiment beaucoup de propositions en fait. Et donc il y a des gilets jaunes qui ont joué les jeux, mais il y a aussi des gilets jaunes qui ont dit non, c'est effectivement une manœuvre de l'exécutif, on n'y va pas. Donc ils ont fait quelque part ou leur propre cahier, ou ils avaient ouvert aussi une plateforme qui s'appelait le vrai débat, et pas le grand débat. Et donc en fait, les doléances, c'est des gilets jaunes ou pas. Et il y a des gens d'ailleurs que moi j'ai lus qui disent « je ne suis pas gilet jaune, mais je vous tenais à vous dire que… » Ce qu'il y a de bien dans le film aussi, c'est que vous retournez voir des gens qui ont écrit ces doléances et vous voyez le temps passant, quel est leur état d'esprit, etc. Et qu'est-ce que vous relevez chez ces gens-là? La tendance, c'est quoi? C'est la rancœur, la rage ou c'est le défaitisme? Pas du tout, moi je les ai trouvés extrêmement… En fait, surtout, ils disent que rien n'a vraiment changé. Ah non, mais le fait que leur doléance soit l'être mort. Ah oui. J'aime bien Pierre, il a cette belle expression en disant moi j'ai écrit dans ce cahier, et puis je pensais que c'était comme une bouteille à la mer. Voilà, qu'on allait la redécouvrir dans 50, 100 ans, que c'était pour les historiens. Et il dit mais quand tu m'as appelé, parce que je les ai appelés en leur disant quelle était ma démarche, il m'a dit ça m'a surpris, et en même temps j'étais content, parce qu'il y avait une suite. En fait, et Florent m'a dit la même chose. Florent, le jeune homme qui a écrit une doléance à 17 ans. Alors, le cahier de doléance, il est ouvert vers le 10, et moi j'y vais le 15. Le 15, j'arrive en mairie, je dis bonjour, je viens pour le cahier de doléance. Il était en fait juste posé sur le comptoir de la mairie. Très bien, en fait, dès qu'on rentre, on voit le cahier. On le voit, ouais. Donc on est à peu près vers le 10, j'arrive le 15, et le cahier est vide. Ah oui, il n'y avait rien. C'est juste écrit cahier de doléance, ville d'Airain. Et je dis c'est un nouveau cahier, et on me répond non, vous êtes le premier.
Il m'a dit, moi j'attendais. Pour le coup, Florent était beaucoup plus en attente de. Il a même été se renseigner à la mairie plusieurs fois parce qu'il est dans un village. Oui, j'ai vu ça. Ouais, en disant, mais alors ils viennent d'où les cahiers? Ils sont partis où les cahiers? Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, enfin, ce que tu dis, il y a un département qui est la Gironde qui a fait. Il y a des chercheurs qui se sont mis sur ce. Ouais, il y a même un thésard en fait qui fait sa thèse sur les cahiers. Mais uniquement limité à un département ou au niveau national? Non, c'est le département qui a financé sa thèse. La Gironde. On remercie la Gironde. Merci la Gironde. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il découvre? C'est quoi les... Alors, en fait, ce qu'il trouve, je pense que ce qui est très très payant, mais même pour le département de la Gironde, et c'est pas pour rien aussi qu'ils investissent quelque part là-dedans dans cette démarche, c'est que même en termes territorial, en fait, ce qui est super avec les cahiers, c'est qu'ils sont partout en France, et que donc c'est une très belle analyse de effectivement ce que veulent les gens. Donc, ils ont sorti ça dans les machines. Et effectivement, en Gironde, c'est toujours un peu ce qu'ils appellent le pouvoir de vivre. Hein. C'est Magali Della Souda, cette chercheuse girondine, qui a sorti cette expression. C'est pas le pouvoir d'achat. C'est pas acheter. Pas aller dans les supermarchés absolument pour acheter des trucs qui veulent les gens. C'est vivre dignement. Et donc, dans le pouvoir de vivre, vous avez à la fois, effectivement, le fait de pouvoir, par exemple, se nourrir, mais aussi d'avoir accès aux services publics, à la santé, à l'éducation, au transport. C'est ça la vie digne. Et puis, effectivement, une façon de réinventer la vie démocratique. Ça revient beaucoup. Vraiment, c'est chiffré, quoi. C'est-à-dire que le RIC ou des demandes comme ça. Mais quand tout à l'heure, vous faites une analyse un peu statistique en disant qu'il n'y a que 5% qui traitent de problèmes de migration, c'est lié à la Gironde ou il y a eu d'autres études qui ont été faites? Ça, c'est l'étude de Gilles Proriol. C'est quoi cette étude et d'où elle sort et comment elle a été financée? En fait, l'État a missionné un cabinet de conseil qui s'appelle Cognito, qui est spécialisé en démocratie participative. C'est Gilles Proriol qui est le consultant, qui est le dirigeant de cette structure. Et il a été missionné par l'État. Après avoir fait l'analyse des cahiers de doléances des maires ruraux, de l'opération Mairie ouverte, il a été missionné pour analyser les cahiers de doléances. Là, on te parle, on est en mars-avril 2019. Voilà. Donc, pour faire, entre le moment où... Mais au niveau national, alors. Oui, au niveau national. Les 19 000 cahiers. C'est pour ça qu'ils sont numérisés, on le sait, puisqu'ils sont desservis. Exact, c'est la vraie expression. Ouais. Il a bouffé de la donnée pendant plusieurs semaines. Pas tout seul, avec des agents de la BNF, des archives nationales. Financés par l'État, et il a bien été payé par l'État pour faire ça. La réalité, c'est qu'en fait, la mission du grand débat national, qui était cette entité juridique temporaire qui avait été créée pour porter en fait tout ce projet, elle a été en fait purement et simplement supprimée au mois de juillet. Et donc en fait, tout s'est arrêté et il n'y a plus aucune administration qui n'était capable de porter, tout simplement de porter le projet d'un point de vue pilotage. C'est fini, vous n'avez plus d'interlocuteurs. C'est-à-dire que vous pouvez même décrocher votre téléphone, plus personne ne vous répond. C'est terminé, la machine est passée à autre chose. Mais alors, qu'est-ce que c'est devenu, ça? Alors, donc, c'est la BNF. J'ai vu le film, donc je connais la réponse. Oui, donc c'est la BNF qui a numérisé les cahiers, qui les a versés aujourd'hui à Pierrefitte-sur-Seine, aux Archives nationales. Et la synthèse de Gilles Proriol, parce qu'en gros, c'était pour présenter une synthèse devant le Grand Palais, c'est début avril 2019. Il y a eu quand même une cérémonie d'à peu près 2 heures où les garants du grand débat se sont saisis donc de cette synthèse qui avait été faite et les ont partagée avec des membres du gouvernement. Emmanuel Macron n'était pas là. Il n'y a pas eu d'image de ça. Enfin, dans ton film, je m'attendais à... Non. En tout cas, moi, dans mon film, ça ne m'intéressait pas, si tu veux. C'était, encore une fois, c'était la communication jusqu'au bout. Partager cette synthèse. Et ensuite, ce que dit Gilles, c'est que lui, il était tout prêt ensuite à faire le site Internet, puisque dans la foulée, en fait, le travail était interdit fait. Ou... Non, c'est juste qu'on... Il n'y a pas eu de suite. On lui a plus répondu. C'est fascinant, mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est incroyable, même. Ouais. Et pour nous, c'était une frustration terrible parce que on avait plein d'organismes publics qui nous demandaient des analyses sur leurs thèmes à eux. L'ADEME qui nous disait qu'ont dit les citoyens dans le grand débat national sur la transition écologique, la Caisse des dépôts, le ministère de l'Intérieur, tout un tas d'administrations, même des administrations territoriales. Bien sûr, ouais. Ça les aurait intéressés de filtrer sur leurs données pour pouvoir... Et en fait, on n'a pas pu le faire, puisque nous, on nous a demandé à ce moment-là de signer un document dans lequel on s'engageait non seulement de ne pas réutiliser ces données, mais même de les supprimer,
physiquement de nos ordinateurs. Et ils ont un devoir, parce que j'ai essayé de le contacter, ils ont un devoir de réserve, ils n'ont pas le droit de communiquer. Non, je pense que c'est. J'en sais rien. Non, en fait, mais c'est comme pour les chercheurs qui ont accès au fonds. Là, il y a une demi-douzaine de chercheurs qui ont accès au fonds numérisé. Ils prennent un engagement de non-divulgation des doléances qu'ils ont étudiées. Mais c'est quand même assez fou, ça. Oui, alors c'est pour ça que on s'adresse directement au président de la République pour lui dire « Allez jusqu'au bout, Monsieur le Président, de l'engagement que vous avez pris il faut juste le dire. Nous, on est vraiment dans une démarche républicaine. En fait, il a oublié. Ça fait 5 ans, il était très occupé. Voilà. Donc nous, on lui dit juste, on vous rappelle, voilà, en tant que citoyen. Le film, c'est une adresse aussi au président. Mais complètement. Mais les réponses que j'ai eues, parce que j'ai posé 2-3 questions, c'est qu'il était prévu, me dit-on, mais vous avez dû avoir les mêmes informations, qu'il fasse une restitution publique de tout ça, et Notre-Dame a brûlé entre-temps. C'est ça. Vous confirmez? Oui, c'est ça. Ouais. C'est tout simplement comme ça que ça s'est fait. Et il y a un autre élément. En fait, il y a un autre élément qu'il faut comprendre. Les garants, c'est le portage en fait du grand débat de toute cette période-là de consultation. Ça n'a pas été porté par une administration centrale. Ça a été porté par une structure juridiquement qui n'existait pas vraiment à travers les garants du grand débat. Et une fois que on arrive le jour de la restitution, qui symboliquement n'a pas eu lieu puisqu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Il n'y a pas eu de suite, en fait. Le devoir de suite ne s'est pas fait. Parce que la structure s'est effondrée. Parce qu'il n'y avait plus rien. Et Gilles Proulin le décrit tout simplement. Il dit, on a essayé d'appeler, mais plus personne ne répondait. Et c'est tellement un fonctionnement administratif, c'est que comme il n'y avait pas d'administration qui était chargée d'utiliser ces données-là, personne ne s'en est occupé par la suite, quoi. C'est tout con. C'est à la fois simple, mais tellement révélateur de l'époque. Heureusement, donc, le film est là pour nous rappeler à l'ordre et pour essayer de rendre ça public. Et je pense que, en tout cas, nous, à notre petit niveau à Blast, on va essayer de suivre ça de près, quoi, parce que effectivement, cette matière-là, elle est d'une richesse insondable, quoi. Et des tas de problèmes qu'on vit aujourd'hui, les agriculteurs, etc., auraient pu trouver des solutions. En tout cas, sont annoncés dedans, bien sûr. Et là, il faudrait que les politiques, enfin, vous envoyez à la fin du film, c'est des députés plutôt de gauche d'ailleurs, quelques-uns de droite aussi, parce que c'est transpartisan normalement. Il y a un renaissance dans le film qui s'exprime. Donc c'est vrai que si on pouvait, d'une manière non partisane, non belliqueuse, se dire bon, il y a une matière qui est quand même abondante et riche. Donc allons-y, quoi. On n'est pas tout le temps dans des rapports de force et de violence. Moi, je sortais de l'ENA, j'allais partir en poste à Bercy. Et en allant me promener sur les ronds-points, j'ai compris que le pays tournait pas rond, en fait. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'investir en politique, de faire des choses avec les Gilets jaunes localement et de m'engager. Puis en plus, moi, je trouve que ça fait vivre la démocratie. En fait, on est trop entré dans un calendrier presque théâtral de la démocratie qui renaît à chaque élection, en fait. Cette espèce de rendez-vous électoraux pendant, je sais pas, 48, 72 heures, les rédactions en chef sont un petit peu tourbillonnantes. Et là, en direct du bureau du PS, etc. Moi, je sais pas si ça existe encore, mais en fait, être citoyen, c'est pas ça. Et en fait, et le fait que tous ces gens se soient déplacés, pris du temps, de l'énergie et osé le faire, rentrer dans une mairie, c'est pas forcément évident. Et qu'ensuite on leur dise, mais vous savez là, tous vos cahiers là, je les prends et je les mets là, ils vont prendre la poussière. Mais c'est violent en fait, c'est extrêmement violent. Et après on s'étonne, ils ont pas assez voté les gens, ils vont pas voter aux rendez-vous électoraux, c'est pas bien, pas des bons citoyens. Non, mais je vous remercie tous les deux, quoi. Ce documentaire et cette démarche est vraiment passionnante. Elle rentre complètement en connexion avec l'époque, avec ce qu'on vit. Et il faut dire que votre film, donc vous êtes des voyageurs j'allais dire de commerce, mais c'est pas le cas. Vous êtes des voyageurs de documentaire en ce moment. Vous le projetez partout, on vous invite. Si des gens sont intéressés. Après avoir vu une émission, ils peuvent nous écrire et je vous transmettrai les demandes. Et dernière question, c'est comment ça se passe, ces projections? Et ça génère quoi dans le public? La première, c'était à Auger, évidemment. On a rendu aux habitants d'Auger... Donc là, tu vas être réélu sans problème, non? Non, c'est pas...
Non, mais en fait, c'est chargé d'émotions, en fait, tout ça, quoi. Parce que la matière, on dit souvent que la littérature est le meilleur élément pour raconter la vie des gens, quoi. Raconter le réel. Mais je peux vous dire que les doléances, c'est autrement plus puissant, en fait. Et les gens le ressentent à la sortie. Donc, quand on a enclenché la causerie, parce qu'on appelle ça une causerie après la projection, Francis, un de mes amis qui s'est levé. Il s'est levé d'un coup. Il était quasiment en larmes, quoi. Parce que la charge, pourtant il est médiateur, etc. Il est âgé, il a une vraie carrière et tout. Il a vécu des moments difficiles dans le soutien qu'il a pu apporter à chacun. Mais là, pour moi, il a comme une respiration, quoi. Et ça, on l'a retrouvé après encore à Lille. Ouais. Et c'est ce que les gens ressentent, quoi. Alors, mais je pense que les doléances sont tellement ça que c'est incroyable, quoi. C'est pour ça que d'aller à la rencontre et dans le maximum de territoires, de lieux où on peut faire société et raconter ce qui se passe. Les gens, ils ont soif, en fait. En tout cas, nous, moi, j'en ai rapidement parlé avec toi, mais à Blast, si on peut, parce qu'on a aussi on édite des livres, on publie, j'allais dire à compte d'auteur, mais je suis sûr que ça peut être un succès de librairie. On les publie très très volontiers. Il faut qu'on peut pas laisser le documentaire c'est pas une conclusion, c'est une introduction à quelque chose. Et on va essayer de suivre ça. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment d'être venu et d'avoir eu l'énergie de porter ce film. Et j'espère que tout ça va déboucher sur quelque chose de bien, quoi. Ça en prend le chemin, en tout cas. Merci d'être venu. Merci à toi. Ouais. Et donc, j'invite tout le monde à s'abonner à Blast, à faire des dons, etc. Parce qu'on ne vit que de ça. Et pour pouvoir faire ce genre d'émission, les porter, on a besoin du soutien de tout le monde. C'est ma doléance finale. Voilà. Merci, salut à tous. Au revoir. C'était il y a 5 ans. Ouais, tu te rends compte ? C'était les mouilles il y a 5 ans. Tu refais la même maintenant. Mais c'est parein. Tu refais la même maintenant, mais c'est pire. Ouais, c'est parce que là, maintenant, tu as du mal à serrer la ceinture, quoi. Là, tu vois, on vient, on va boire une bière, parce que c'est le café citoyen. Ouais. Mais on saigne. C'est clair. Hein. On saigne. Saurons bien la